8 juin 1795, Tour du Temple, Paris. Dans une cellule sombre et humide se trouvait la victime la plus tragique et fascinante de la Révolution française. Louis-Charles, âgé de seulement 10 ans, le roi non couronné, Louis XVI, rendit son dernier souffle. Du moins, c'est ce que l'histoire officielle écrivait. On disait que l'enfant roi était gravement malade de la tuberculose, qu'il avait été enterré rapidement et négligemment à minuit, que son corps avait été rendu méconnaissable en versant de la chaux vive dessus. Mais les chuchotements, les théories du complot et un nuage de doutes qui persistent depuis des siècles racontent une histoire bien différente, beaucoup plus sinistre. Et si cet enfant avait été enlevé cette nuit sombre? Et si dans la tombe avait été placé le corps sans vie d'un autre enfant malheureux, substitué par des sympathisants royalistes? Et si le véritable prince avait été emmené hors de France cette nuit-là, avec une identité cachée, et que personne n'avait jamais appris la vérité jusqu'à sa mort? Ces questions sont un mystère qui occupe l'esprit des historiens depuis des siècles, dont la réponse n'a presque jamais été complètement trouvée. C'est précisément au milieu de ces soupçons, de cette histoire sombre, que tombe un enfant de 8 ans, nommé Étienne, vivant dans le Londres moderne du XXIe siècle, de nos jours. Étienne, enfant d'une famille d'origine française, était un enfant normal qui menait une vie normale, jouait à des jeux sur son iPad, regardait des films de super-héros, aimait jouer au football, comme tous les autres enfants de son âge, un enfant normal. Sa mère, Sarah, était graphiste, son père Michel était ingénieur. La famille vivait dans une banlieue calme de Londres, dans une maison moderne et confortable. Étienne était un enfant qui aimait l'école, s'entendait bien avec ses amis, était joyeux et extrêmement satisfait de sa vie et de sa famille, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 7 ans. Après son 7e anniversaire, Étienne commença à faire des cauchemars. Mais ce n'étaient pas des cauchemars d'enfants ordinaires. Étienne se réveillait chaque nuit en criant, couvert de sueur, hurlant « Sortez-moi d'ici, s'il vous plaît! C'est sombre, très froid, ça sent mauvais !» Sarah et Michel pensèrent d'abord que c'était quelque chose de temporaire. Peut-être que quelque chose s'était passé à l'école, peut-être qu'il avait regardé un film, ou peut-être pensait-il à ces choses sous l'effet de son imagination. Mais les cauchemars ne s'arrêtèrent pas. Au contraire, ils s'intensifièrent, devinrent de plus en plus réels. Étienne pensait être enfermé dans une petite pièce aux murs de pierre, malodorante, avec seulement un petit trou dans la fenêtre, et que des gens lui criaient dessus de l'extérieur. « Il y a des méchants, maman. Ils me traitent très mal. Ils me laissent affamé pendant des jours. J'ai un feu dans le ventre. Ils me forcent à boire du vin. Ils me saoulent. Ils me font chanter des chansons sales. Ils disent « Il n'y a plus de roi. Tu n'es rien. » Ses yeux étaient vraiment remplis de peur. Ses mains tremblaient. Ce qu'il racontait n'était pas comme un récit de rêve normal. Étienne semblait vraiment revivre ces moments, cette torture, cette solitude, et la ressentir dans tout son corps. La chose la plus étrange et la plus effrayante était le changement soudain dans la façon de parler d'Étienne. Parfois, en parlant anglais et français moderne, comme si une clé avait été tournée, il utilisait soudainement de vieux mots et expressions françaises du XVIIIe siècle. Ces transitions linguistiques étaient très rapides, et comme celles d'un homme très professionnel, comparé aux enfants de son âge. « Je veux aller à Versailles », sanglotait-il en pleurant. « Ma mère est là-bas, mon père est là-bas, je dois être au palais. Pourquoi m'ont-ils enfermé ici? Je ne suis qu'un enfant, qu'ai-je fait? Quel est mon crime ?» Mais l'obsession la plus étrange, la plus dérangeante, presque obsessionnelle d'Étienne, concernait son cœur. L'enfant touchait constamment sa poitrine, plissant son visage de douleur, comme s'il manquait quelque chose de l'intérieur, comme s'il y avait un vide. Et il répétait la même phrase encore et encore. « Ils ont pris mon cœur, maman. Après ma mort, ils me l'ont pris. Ils l'ont coupé et retiré. Ils l'ont mis dans un bocal. Ils l'ont caché. Mon cœur est toujours là-bas, quelque part, seul, dans l'obscurité. Nous devons le trouver. Nous devons le sauver. » Sarah attribua d'abord ces paroles au film d'horreur que son fils regardait, peut-être à une vidéo YouTube, ou peut-être à une histoire racontée par un ami à l'école. Les enfants pouvaient tout imiter, leur imagination était illimitée. Mais les choses n'étaient pas si simples, donc les choses commencèrent à devenir de plus en plus étranges chaque jour qui passait. Cela devint de plus en plus effrayant. Un jour, Sarah entra dans la chambre d'Étienne pour faire le ménage et fut horrifiée en voyant ce qui s'y trouvait. Son cœur se mit à battre rapidement. Les murs étaient remplis d'étranges symboles, de dessins. Des dessins détaillés ressemblant à des armoiries royales,
des fleurs de lys françaises, des couronnes, des croix. Et dans un coin du mur, gravé dans l'écriture propre d'Étienne, mais dans une ancienne écriture latine, en caractère gothique, cette phrase intéressante était inscrite « Rex redibit ». Sarah, tremblante, demanda « Étienne, où as-tu appris cela, mon fils? Qui t'a appris cela? Personne ne t'a enseigné le latin. » Et Étienne regarda avec étonnement, comme s'il venait de se réveiller d'un rêve. « C'est moi qui ai écrit cela? Je ne m'en souviens pas, maman. Mais c'est vrai, c'est vrai. » Le roi doit revenir. Je suis revenu. Ils m'ont trouvé. Et puis, le petit enfant, presque dans un murmure, d'une voix pleine de peur, dit un nom. Antoine Simon. Il essayait de m'aider. C'était un homme bon, mais c'était très effrayant. Mais c'est trop tard maintenant. Il est trop tard. Ce nom glaça le sang de Sarah, passionnée d'histoire, et hérissa ses poils. Antoine Simon. Ce nom était un nom que seule une personne connaissant en profondeur, et certainement au niveau académique, l'histoire de la Révolution française pouvait connaître. Antoine Simon était le gardien de Louis XVI à la tour du Temple. Simon, cordonnier, était un partisan dur et impitoyable des Jacobins. Selon les archives, Simon avait au début traité incroyablement mal le petit enfant, l'avait abaissé psychologiquement, lui avait fait chanter des chansons révolutionnaires, lui avait appris des jurons, et avait même essayé de le faire insulter sa propre famille, sa mère décédée, devant lui. Mais selon certains historiens, avec le temps, Simon avait commencé à nourrir secrètement de l'affection, des remords envers l'enfant. Selon certaines théories du complot, Simon aurait même conclu un accord secret avec des sympathisants royalistes et joué un rôle actif dans l'enlèvement de l'enfant. Sarah se mit à faire des recherches précipitamment, avec panique face à cette situation. Elle essayait de comprendre d'où Étienne aurait pu entendre ce nom, comment il pouvait le savoir. Il était absolument impossible que cet enfant l'apprenne à l'école. On ne racontait pas des détails aussi sombres, aussi terribles de la Révolution française à un enfant de 8 ans. Il n'y avait pas non plus de tels livres à la maison. Sarah vérifia tous les matériaux possibles qui auraient pu mener à cette situation. Aurait-il pu le voir à la télévision? Sarah vérifia tout l'historique de visionnage sur tous les services de streaming, l'historique YouTube. Il n'y avait rien. Mais le vrai choc, le moment où le cœur s'arrête, se produisit un jour au dîner. Étienne était assis à la table à manger, sans regarder la nourriture dans son assiette, murmurant silencieusement une mélancolique. Sarah écouta attentivement. Cela ne semblait pas familier, elle ne l'avait jamais entendu. « Étienne, quelle est cette chanson? Où l'as-tu apprise ?» demanda-t-elle. Étienne regarda innocemment, comme si c'était la chose la plus naturelle. « Simon me l'apprenait, maman. La nuit, sans que personne n'entende, dans l'obscurité, il venait dans ma cellule. Il m'apportait secrètement du pain, il m'apportait de l'eau, et après ces situations, il chantait cette chanson. « N'aie pas peur, petit prince, je te protégerai, je te sauverai, disait-il. Mais il n'a pas pu me sauver. Il était trop tard. » Sarah se mit à trembler, ses mains se refroidirent. Le lendemain, elle contacta d'urgence un expert de la Révolution française, le professeur Alain Moreau. Elle avait enregistré la mélodie qu'Étienne chantait sur son téléphone et l'avait envoyée au professeur par email. Lorsque le professeur revint quelques heures plus tard, sa voix tremblait. Il était stupéfait. Cette chanson, c'est un air populaire mentionné dans l'un des journaux de la Tour du Temple datant de 1794, dans le journal d'Antoine Simon. On dit que Simon l'a secrètement apprise à l'enfant. Mais la mélodie de cette chanson n'est enregistrée nulle part. Seules les paroles existent, passant comme une phrase. Comment votre fils connaît-il cette mélodie? C'est impossible. Sarah, comprenant maintenant qu'il se passait quelque chose de sérieux et d'inexplicable, consulta un psychiatre. Dr Helena Fischer était un médecin reconnu spécialisé en psychologie de l'enfant et en régression de vie antérieure. Dr Fischer fit plusieurs séances avec Étienne. Lors de la première séance, elle mit Étienne sous une légère hypnose. Sous hypnose, la voix d'Étienne changea. Elle devint plus faible, plus effrayée, plus enfantine, plus fragile, et il commença à parler français, dans un ancien dialecte, le français du XVIIIe siècle. Froid, très froid, les murs sont en pierre, humides, ça sent le moisi. Il y a des rats, ils viennent chaque nuit, j'ai peur. Simon est venu, il m'a apporté du pain, mais si les autres entendent, ils feront aussi du mal à Simon, ils l'emmèneront aussi. Dr Fischer posa des questions, attentivement, lentement. « Où es-tu maintenant?
dans la tour du temple. C'est une prison, un cachot. Mais quel est mon crime? Où est ma mère? Ma mère est morte. Papa aussi est mort. Guillotine. J'ai vu. J'ai été forcé de voir par la fenêtre. Les têtes. Les têtes. Peux-tu me dire qui tu es? Étienne répondit en sanglotant, les larmes aux yeux. Louis-Charles, duc de Normandie, le dauphin de France. Mais il n'y a plus de roi maintenant. Il y a la Révolution. Tout le monde crie, hurle. Ils veulent me tuer. Ils me détestent. Au fur et à mesure que les séances se poursuivaient, Étienne donna des informations beaucoup plus détaillées, beaucoup plus techniques, presque incroyables. Il décrivait la forme des fissures dans les murs de sa cellule dans la tour, leur position exacte et même certaines inscriptions sur les pierres. Il raconta la cicatrice sur le visage de Simon, du côté droit de son front, une vieille marque de brûlure. Il donna même les détails, les boutons d'une veste bleu foncé que portait le terrible juge du tribunal révolutionnaire Fouquier-Tinville lorsqu'il l'interrogeait. Lorsque Dr Fischer partagea ces détails avec des historiens et des experts d'archives, le résultat qui émergeait était incroyable, inexplicable, scientifiquement impossible. Tous les détails correspondaient exactement aux archives historiques, aux documents d'archives. Étienne donna même les noms de certaines personnes qui avaient vécu à l'époque, mais qui n'étaient pas mentionnées dans les livres d'histoire populaire, seulement dans des documents d'archives très spéciaux. Par exemple, une servante qui travaillait dans la tour et qui avait secrètement pitié de l'enfant, Madame Tison. Ce nom n'apparaissait que dans les documents manuscrits des Archives nationales de Paris, avec attention. Étienne racontait en détail lors d'une séance. Madame Tison venait parfois, elle pleurait. Pauvre enfant, pauvre petit prince, disait-elle. Elle essayait de m'apporter une chemise très propre, elle apportait de la nourriture, mais elle avait très peur, elle tremblait. Puis ils l'ont emmenée aussi, j'ai entendu des cris, de loin. Madame Tison est devenue folle, ils l'ont emprisonnée aussi, ils l'ont emmenée. Les historiens confirmèrent cela avec stupéfaction. Madame Tison avait vraiment été accusée, interrogée, avait subi un effondrement mental et avait été emprisonnée pour avoir eu pitié de Louis-Charles, pour avoir montré de la compassion. Le sujet le plus insistant, le plus obsessionnel d'Étienne concernait son cœur. À chaque séance, à chaque conversation, il pleurait. « Ils ont pris mon cœur, ils l'ont caché. Nous devons absolument trouver mon cœur, nous devons le sauver. » Sarah, recherchant avec curiosité et peur, fut confrontée à une vérité choquante et douloureuse. Lorsque Louis XVII mourut, lors de l'autopsie officielle, selon la tradition royale de l'époque, son cœur fut retiré de son corps et placé dans un bocal en cristal spécial pour être préservé. Ce cœur, au fil des ans, passa entre différentes mains, fut perdu, retrouvé, vendu, volé. Et en 2000, des tests ADN complets confirmèrent scientifiquement, de manière certaine, qu'un cœur momifié et préservé, conservé à la basilique de Saint-Denis à Paris, appartenait vraiment à Louis XVII. Étienne ne pouvait absolument pas savoir cela, confirmé et lu dans des archives anciennes. Un enfant de 8 ans ne pouvait pas être au courant d'un détail historique aussi spécifique. Mais lui, il parlait de l'existence du cœur, de sa position, de son état. « Mon cœur est dans un bocal en verre. Je peux le voir, je peux le sentir. Petit, sombre, froid, seul. Je suis mort, mais mon cœur attend toujours là-bas. » L'histoire d'Étienne ne suggère pas seulement une possibilité de réincarnation, elle ajoute également une nouvelle dimension troublante, une nouvelle preuve à l'un des plus grands mystères les plus controversés de l'histoire, la légende du dauphin perdu. La question débattue depuis des siècles est la suivante. Louis XVII est-il vraiment mort à la tour du Temple? Ou a-t-il été enlevé? Certains historiens affirment que l'enfant a été secrètement enlevé, qu'un autre corps d'enfant a été placé à sa place et que le véritable prince a continué à vivre secrètement avec une identité différente. Des dizaines de personnes sont apparues au XIXe siècle en disant « Je suis le véritable Louis XVII », mais aucune n'a pu le prouver de manière certaine. Ce qu'Étienne raconte ravive cette légende, nous amène à la remettre en question. Le fait qu'un enfant, avec son innocence, exprime de manière aussi détaillée les moments les plus sombres, les plus douloureux, les plus tragiques du passé, touche profondément ceux qui regardaient et écoutent, crée un sentiment troublant. Le professeur Moreau a déclaré à propos du cas d'Étienne
Cet enfant connaît des détails aussi spéciaux sur l'histoire, connus seulement des experts, apparaissant dans des articles académiques. Soit nous vivons une coïncidence incroyable, d'une chance sur 1 million, soit nous sommes vraiment confrontés à un phénomène que la science ne peut pas encore expliquer, comprendre. Étienne parle comme s'il avait vécu à la tour du Temple, comme s'il avait souffert cette douleur. Dans les yeux de cet enfant, je vois la douleur de quelqu'un qui a vécu cette époque. Aujourd'hui, Étienne a 9 ans. Après les séances et la thérapie intensive suivie régulièrement et continuellement, ses cauchemars ont diminué, leur fréquence a baissé. Mais parfois encore, surtout pendant les moments de nuit, il murmure silencieusement « Rex redibit ». Parfois encore, il touche son propre cœur et dit « Là-bas, toujours là-bas ». Cette histoire n'est pas qu'un mystère. C'est un hommage à la mémoire d'un enfant oublié, qui a vécu pendant la période la plus sombre et la plus impitoyable de l'histoire. Mort seul, affamé, malade, à seulement 10 ans. Cette âme respectable. Peut-être qu'Étienne est revenu pour raconter l'histoire inachevée de Louis-Charles, pour rappeler qu'il ne devait pas être oublié, avec des situations formées dans le subconscient, pour que la justice trouve sa place. La science ne peut pas répondre à ces questions, ne peut pas les expliquer. Mais l'histoire d'Étienne est là, puissante, dérangeante, inexplicable, indéniable. Qu'en pensez-vous? Étienne pourrait-il vraiment être la réincarnation de Louis XVII? Ou tout cela est-il une coïncidence incroyable et inexplicable? Ce secret dans les profondeurs de l'histoire ne sera peut-être jamais complètement résolu. Mais l'histoire d'Étienne se présente à nous comme un avertissement puissant et bouleversant, que l'âme du dauphin perdu est toujours parmi nous, que son histoire n'est pas encore terminée, et nous le rappelle.